À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douairet. Bernard Douairet, nous saluons nos auditeurs de recherche de la tradition. Et nous avons terminé la semaine dernière la série d'émissions consacrée à Paracels. Alors cette semaine, puisque nous continuons dans cette recherche qui nous amène plus précisément vers l'Allemagne, oui. Nous continuons par un autre personnage qui est peut-être moins connu, disons-le, enfin tout au moins le nom est moins connu du grand public que celui de Paracels, et c'est Mesmer. Oui. Je voudrais simplement dire à nos auditeurs qu'ils ne s'étonnent pas de l'apparence zigzagante à travers la chronologie, mais enfin, je veux tout de même m'en expliquer. Il s'agit simplement pour nous de présenter une galerie de portraits de personnages représentatifs et non pas d'essayer de suivre, ou au moins de ne le faire que très brièvement, non pas d'essayer de déterminer des grands courants de pensée. Oui, et puis en fait, disons qu'à travers ces personnages, à travers cette galerie supportant ces personnages, ils ont tout de même entre eux un lien qui est celui précisément de la tradition et qui est l'objet de nos séries d'émissions. Exactement, et d'autant plus que cette tradition, si vous voulez, du point de vue traditionnel, si l'on peut dire, assure une certaine verticalité qui, par conséquent, échappe dans une certaine mesure à l'histoire, dans la mesure où l'on s'aperçoit que les plus grands noms de cette tradition ont en quelque sorte à tout redécouvrir chaque fois, et ne sont pas forcément du tout des gens cultivés, comme on dépendant les uns des autres. Des autres. On l'a déjà dit pour Paracels. Et puis là, pour Mesmer, nous allons essayer d'en parler à nouveau. Il y a aussi des côtés curieux chez Mesmer. Alors, qui était Mesmer? Je pense que c'est la question la plus simple à vous poser, Bernard Douairet. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Mesmer, de ses prénoms Franz Anton, est né le 23 mai 1734 dans une petite ville, Ingang, qui est dans la Souabe, au bord du lac de Constance. C'est d'ailleurs là aussi, enfin pas dans ce village, mais enfin sur les rives du lac de Constance, qu'il terminera une vie assez agitée en 1815, le 5 mars 1815. Donc vous voyez, 1734-1815, nous sommes cette fois en plein dans le XVIIIe siècle. Et nous savons que ce siècle des Lumières, tout au moins à travers l'image française que l'on s'en fait, française et universitaire, est un siècle qui est beaucoup plus touffu qu'il peut y paraître au premier coup d'œil. Nous avons, dans d'autres circonstances, parlé de certains philosophes, comme Saint-Martin, par exemple. Je ne le dis pas tout à fait par hasard, car Saint-Martin va connaître Mesmer, et avec Mesmer, nous voyons un tout autre courant. Alors, rapidement, les grands traits de sa biographie, quel était-il, quelle est sa formation? Eh bien, c'est son père ayant eu une bonne situation, il était veneur de l'archevêque. C'est une situation. Grâce à cela, le jeune Mesmer, Franz Anton, a pu avoir des études solides et qui sont assez diverses, complémentaires même d'une certaine façon. Il sera en effet docteur en philosophie, docteur en droit et docteur en médecine. Ça représente une formation tout de même assez solide, assez sérieuse et assez encyclopédique. Ajoutez à cela un goût prononcé pour la musique, on est tout de même autrichien, et une grande partie de sa carrière va se passer à Vienne. En 1766, c'est le premier ouvrage important de Mesmer, enfin les ouvrages ne sont pas très nombreux sous sa plume, disons plutôt le premier acte important de sa carrière, c'est sa thèse médicale, qui est en latin, évidemment, et dont le titre peut se traduire ainsi, de l'influence des planètes sur le corps humain. On a dit parfois de l'influence des planètes sur les maladies, mais enfin c'est plus exact de dire de l'influence des planètes sur le corps humain. Alors évidemment, on se dit, ça y est, voilà encore un homme qui va travailler dans le sens de l'astrologie ordinaire. Il y a en effet du vrai, mais il y a également du nouveau. En ce sens qu'il se hérisse contre ce qu'il appelle les bêtises de certains astrologues, et d'autre part, il maintient tout de même le principe d'un rapport entre les phases des astres et les maladies de l'homme. Il y voit même carrément un rapport de causalité, un rapport de cause à effet.
Et il pense, et là on sent la résonance des 8e, il pense que cette influence a forcément un véhicule, et que ce véhicule, ce fluide, si vous voulez, n'est pas sans analogie avec l'attraction universelle. Je livre ça, je ne prétends pas ni dire oui, ni dire non, ni commenter, mais enfin, voilà une nouvelle relation, et évidemment, on sent les dernières acquisitions de son temps. On ne voit pas très bien dans ce moment-là ce qui pouvait le prédisposer à d'autres travaux, à ces travaux sur le magnétisme qui vont l'illustrer et le rendre célèbre. Il se marie en effet très richement avec la veuve d'un conseiller impérial, on savait choisir ses relations. Et il vit également très richement, d'une manière très fastueuse, à tel point qu'un jour, il s'aperçoit qu'il va bien falloir gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il va travailler en exploitant ses connaissances et il va s'installer à Vienne. Alors évidemment, ses connaissances sont un petit peu particulières. Il est persuadé de l'existence d'un fluide universel. Fluide universel que l'on peut capter, que l'on peut canaliser, que l'on peut utiliser. Ce fluide universel lui donnera bientôt le nom de magnétisme. Oui. Hein? Et soucieux d'expérimentation, il va conditionner, si je peux dire, sa villa, sa propriété, de manière à ce qu'elle devienne un bon aimant, si vous voulez, pour toutes ces forces qui sont courantes, dispersées dans l'air, dans l'univers. Et à partir de 1773 environ, un peu avant, mais enfin c'est à partir de 1773 que ça commence à être connu, il commence une série de cures. Il prétend en effet soigner les maladies par l'utilisation de ce fluide universel. Alors au début, il utilisera des aimants métalliques. Il placera les aimants sur le corps de la personne, sur les jambes, sur la poitrine, et de manière à ce que ces aimants attirent le fluide, le magnétisme, et en fassent bénéficier la personne. Il semblerait donc pour lui, si vous voulez, que la maladie résiderait essentiellement en un affaiblissement ou une dispersion de ce fluide que chacun a en soi, et c'est un petit sorte de manque, quoi. Oui, et comme si la coquille se brisait et que ce fluide s'échappe, il faut l'empêcher et le faire revenir et recharger en quelque sorte la personne. Puis ensuite, après une petite contestation avec un père jésuite qui lui disait « Mais ce n'est pas vous qui avez inventé le principe de ces aimants métalliques, moi je l'utilisais déjà », il va dire de toute façon « Il n'y en a pas besoin ». Il n'y en a pas besoin, ce que j'utiliserai... Qui arrange tout. Qui arrange tout, on met fin à la polémique. Je vais utiliser le magnétisme. Ce qui est merveilleux, c'est l'espèce de libéralité de ces esprits qui s'encombrent de rien, quoi. Oui, c'est un esprit assez curieux d'ailleurs, Mesmer, et qui souvent, enfin, c'est un homme curieux et qui sera souvent contesté de son vivant. Ça n'empêchera pas d'ailleurs finalement d'être assez honoré, comme nous verrons. Alors il va utiliser ce qu'il appelle le magnétisme animal, ce qui est assez humble de sa part, car le magnétisme animal, c'est aussi le magnétisme humain. Oui. Alors il va agir comment ? Eh bien, par des passes, enfin ce qu'on appelle maintenant des passes magnétiques, quoi, si vous voulez, par de l'hypnotisme, et puis bientôt par un autre système, le système des eaux magnétisées, du fameux baquet, qui le rendra si célèbre en France. Je vais y venir dans un instant. Enfin, toujours est-il qu'en Allemagne même, en Autriche, sa réputation grandit, et ce qui va couronner cette partie de sa carrière, c'est qu'il réussit à guérir le directeur de l'Académie des sciences de Munich, le docteur Osterwald. Un excellent client. Évidemment, c'était réussi. Et à partir de là, évidemment, sa réputation est faite et elle va grandir. Elle sera interrompue brusquement par un scandale. Il avait si bien soigné une de ses jeunes clientes, il était à peu près quadragénaire à ce moment-là, il avait si bien soigné une de ses jeunes clientes, mademoiselle Paradies, que vraisemblablement elle est devenue quelque peu éprise de lui. Elle lui en fut reconnaissante. Elle lui en fut très reconnaissante sans doute, et le papa et la maman de la jeune fille sont venus. Elle n'a pas voulu repartir, les deux hommes ont dégainé l'épée, et puis finalement, elle est restée. Alors évidemment, on a exploité aussi ce scandale. Ouais. Tous ceux qui y avaient intérêt, et ils étaient de deux bords. Il est regrettable de toujours les voir dans ces deux bords, à chaque instant. D'une part, la faculté, et d'autre part, certains ecclésiastiques. La faculté, parce que évidemment, c'était une médecine comme jamais on en avait vu, et ça remettait tout en question, puis enfin, ses succès étaient scandaleux. Et certains ecclésiastiques, parce qu'ils voyaient là le signe d'un matérialisme grandissant.
En fait, Mesmer, je ne pense pas que d'un point de vue philosophique pur, il était plus matérialiste qu'un autre. Il ne prétendait pas que son magnétisme expliquait tout. Mais enfin, certains ecclésiastiques, en tout cas, étaient inquiets et auraient préféré voir cet homme muselé. Il va donc abandonner carrément Vienne et il va partir à Paris. Et à Paris, il fait les choses en grand. D'ailleurs, il a l'art de faire les choses en grand. Il est d'ailleurs lui-même très grand, l'association d'idées. Et il s'installe à ce qui est maintenant la place Vendôme, et qui était alors la place Louis-le-Grand. Et mon Dieu, mis à part la statue centrale, elle n'a pas beaucoup changé. Rien n'a changé. Il est là en février 1778. C'est le moment où Marie-Antoinette et Louis XVI sont encore jeunes. Ils ont environ 25 ans. Et il a des recommandations, en particulier celle de Dr Osterwald, président de l'Académie des sciences de Munich, qui vont lui permettre de faire une première communication à l'Académie des sciences de Paris. Et cette Académie des sciences est tout de même très importante. Il y a Bailly, il y a Lavoisier, il y a Franklin, enfin il y a tout de même des noms considérables. En réalité, ça ne donne pas grand-chose. Ils s'aperçoivent d'abord... Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Comment est-il accueilli par ces gens-là? On ne prête pas grand intérêt, en réalité, à ce qu'il fait. Et il s'en console en s'apercevant que les autres académiciens n'écoutent pas davantage les communications de leurs collègues français. Enfin, oui, on y va pour dormir. Oui, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment un grand retentissement. Alors, il va essayer autre chose. Il va proposer une expérience chez lui. Il va guérir une hydropique. Comme ça, à peu près instantanément, elle va désenfler, enfin, assez spectaculaire. Ça ne donne toujours pas grand succès. On dit au charlatanisme, effet de l'imagination. Que faut-il pour les étonner? Oui, on se demande, enfin, et puis même si c'était les effets de l'imagination, il y a quand même un résultat. Mais enfin, bref, du moment que ça ne s'explique pas par rationnellement ou par les matériaux ou les thèses acquises, on refuse de voir. Hein, c'est toujours la même chose. Alors là, il joue le grand jeu. Et de deux manières. D'une part, par la publication, oui, et d'autre part, par les guérisons en série, si je peux dire. La publication d'abord. Eh bien, il publie ce qui est resté très célèbre et qu'on appelle les 27 propositions de Mesmer. Je vais, si vous le voulez bien, vous en lire quelques-unes. Je ne vais pas toutes les lire, c'est pas un texte qui est très long d'ailleurs, mais enfin, c'est le texte fondamental. Et c'est très important parce que c'est à partir de Mesmer et de ce texte et des travaux de Mesmer que va se fonder le magnétisme animal. Alors, il dit, premièrement, c'est la première proposition, il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre et les corps animés. Deuxièmement, un fluide universellement répandu et continué de manière à ne souffrir aucun vide, dont la subtilité ne permet aucune comparaison et qui, de sa nature, est susceptible de recevoir, propager et communiquer toutes les impressions du mouvement, est le moyen de cette influence. Donc, influence mutuelle, un moyen, un support, le fluide. Troisièmement, cette action réciproque est soumise à des lois mécaniques inconnues jusqu'à présent. Vous voyez tout de même sa prudence, il ne prétend pas tout savoir. Oui, c'est réserve. Oui. Ensuite, alors je passe, c'est les principes de base, si vous voulez. Il dit que ce fluide a des polarités, qu'il agit en mode de flux et de reflux, qu'il peut être canalisé, qu'il peut être utilisé, qu'il peut être diminué, qu'il peut être renforcé, et que le médecin a pour but de le renforcer à un point, enfin le médecin, le guérisseur, si on peut dire, le traitant, oui, a pour but de le renforcer à un point tel qu'on doit provoquer chez le malade une crise salutaire, dit Mesmer, qui doit permettre à ce moment-là de dénouer, si je peux dire, la maladie. Alors, qu'est-ce qu'il en fut sur le terrain, si j'ose dire? Sur le terrain, sur le plan pratique, dans l'application, eh bien, à ce moment-là, cette période de sa vie, la technique de Mesmer est au point, car il faut préciser que cette technique a été progressivement mise au point. Ça n'a pas été donné, si vous voulez, immédiatement et sans modification. Mais là, maintenant, c'est au point. Alors, c'est le fameux baquet de Mesmer qui va faire courir tout Paris. Oui, ça paraît être assez curieux, enfin, tout à coup. Alors, il le décrit d'ailleurs lui-même. Oui, il décrit d'ailleurs son baquet, c'est assez pittoresque, et ça paraît assez primitif même, si vous voulez. C'est effectivement un baquet en bois, avec des douves soigneusement calfatées.
Dans ce baquet, on met des bouteilles bouchées qui contiennent toutes de l'eau magnétisée, c'est-à-dire de l'eau qui a subi l'imposition des mains du maître, de Mesmer. Alors, on en met 3 couches et toutes les bouteilles sont dirigées, le goulot vers le centre du baquet, dans l'axe des rayons, si vous voulez. Ensuite, on remplit tout ça avec de l'eau ordinaire, de telle sorte que les bouteilles soient recouvertes. Et il faut mettre les gens en contact avec cela. Alors, par quel moyen? Eh bien, des tiges métalliques vont tremper dans le bain et les patients les saisiront. Voyez, ou bien on leur appliquera sur le membre malade, par exemple. D'autre part, une corde les liera, les malades, tous les uns avec les autres, car je précise que les soins sont essentiellement collectifs. Et que Mesmer préfère les soins collectifs. Les malades, d'autre part, seront le plus possible en contact les uns avec les autres, voyez, assis de façon très serrée. De façon, dit Mesmer, qu'il y ait une très vaste circulation du fluide. Alors, au bout d'un certain temps, après ouverture de la séance, qui se fait en grand silence, on installe les gens en silence, Mesmer a des valets bien choisis pour s'occuper de tout cela. On joue de la musique, soit du piano, soit de l'harmonica. Enfin, on crée une ambiance musicale que Mesmer estime éminemment favorable, d'une part à détendre les gens et d'autre part à favoriser la circulation du fluide. Ce n'est peut-être pas si sot de grande fait. Et alors, à ce moment-là, peu à peu, se manifestent différents phénomènes. Certains malades s'agitent, d'autres au contraire entrent en somnolence, mais ça va plutôt du côté de l'agitation, et parfois même on aboutit à une véritable crise, à tel point que l'on est obligé de rompre la chaîne, si vous voulez, de retirer le malade en crise et de l'isoler un certain temps. Et normalement, c'est à la suite de cette crise que la guérison doit être obtenue. Et effectivement, Mesmer a eu des guérisons. Il a guéri des hydropiques, il a guéri des paralysés, il a guéri des rhumatismes. Toute maladie, toute même fébrile, toute maladie nerveuse, dirons-nous. Oui, surtout des maladies, surtout des maladies nerveuses, mais enfin des choses qui ressemblent bien à des ulcérations aussi, beaucoup de choses. Hein. Il ne semble pas qu'il y ait... Non, je vous pose la question parce que... Non, il ne semble pas qu'il y ait de maladies dont le traitement spécifique fût cela. Vous voyez, on a l'impression que indistinctement, tout malade devait être capable d'être traité par ce moyen-là. Alors, que fait le maître lui-même pendant la séance? Eh bien, il est là présent, il magnétise les gens, si vous voulez, par son regard, par les mains, par des passes, ou bien tout simplement, il tient à la main une grande baguette de fer et il touche les gens au passage. D'ailleurs, il ne prétend pas être un guérisseur universel, et souvent on l'a de son temps accusé de ne pas avoir été capable de guérir, alors qu'en réalité il s'agissait de cas dont lui-même se doutait qu'il ne pourrait pas les guérir, mais dont il savait qu'a priori il pouvait au moins diminuer la souffrance. Et il lui semblait que c'était déjà un résultat suffisant et important. Sûrement, d'ailleurs. Alors le succès est tel qu'il est obligé de s'agrandir. Il va avoir une clinique à Créteil, puis ensuite il achète un hôtel rue Coq-Héron à Paris, et puis c'est à tel point qu'il va même, alors là c'est plus curieux, magnétiser un arbre rue de Bondy, et aux branches de cet arbre on va accrocher des cordes, et des milliers de gens défileront, se pendront à ces cordes pour obtenir les effets bénéfiques de ce magnétisme. Je signale au passage que la vogue du magnétisme se développe à ce moment-là, en France, et à Lyon d'ailleurs assez particulièrement, et le marquis de Puységur agit comme Mesmer avec son arbre. C'est-à-dire que le marquis de Puységur magnétise un arbre et les paysans ou les gens qui viennent se faire traiter à l'ombre de cet orme, eh bien, tombent dans une espèce de sommeil d'où ils ressortent en quelque sorte, je m'excuse de la répétition, régénérés. Le marquis de Puységur, par ailleurs, est l'inventeur, et signalons-le aussi, du somnambulisme qui, au bout d'un certain temps, finira par attirer toute une partie des gens qui étudient aux côtés de Mesmer et qui quitteront le mesmérisme pour étudier plus spécialement le somnambulisme et ces sortes de communications étranges que les gens obtiennent quand ils sont dans cet état de sommeil magnétique. Enfin, continuons sa carrière. Elle est assez compliqué, si vous voulez. Il s'enrichit beaucoup, il se montre assez avide de s'enrichir, d'ailleurs sans grands excès. On lui demande de former des disciples, alors il va créer une loge qu'il appellera la loge de l'harmonie en 1783. Je dis loge, n'entendons pas par là qu'il s'agisse d'une loge à caractère maçonnique. Il a, disons, c'était très à la mode, comme nous savons, la maçonnerie à cette époque-là, la franc-maçonnerie. Il a utiliser la forme de la loge franc-maçonnique pour avoir
la possibilité de grouper ses disciples et de les enseigner en conservant au moins un minimum de secret. Il ne tenait pas à ce que toutes ces pratiques soient entièrement répandues dans le monde. Ça comportera environ 300 disciples et ça attire et ça intéresse énormément de gens. Louis-Claude de Saint-Martin, par exemple, y adhérera en 1784 et entretiendra ses amis de Lyon de tout ce qui se passe là. Cette loge d'ailleurs est curieusement organisée par l'avocat Bergas, qui est un avocat avec lequel Beaumarchais a eu les plus grandes difficultés. Je signale en passant, c'est amusant. Un concurrent malheureux va se présenter, c'est le docteur Deslon. Ce docteur Deslon est un concurrent malheureux en ce sens qu'il attire sur lui l'attention de l'Académie des sciences et qu'il lui fait passer une espèce de test, nous dirions, de concours auquel il échoue, mais les conclusions de l'Académie des sciences seront décidées valables contre Deslon, mais en même temps, c'est l'inverse, en même temps contre Mesmer lui-même. Alors, s'estimant condamné, il va quitter Paris pour Londres, puis pour l'Allemagne, et c'est à peu près la fin de sa carrière. Il sera toutefois curieusement honoré, même par Napoléon, puisqu'il meurt en 1815, Mesmer. En ce sens que de temps en temps, il reviendra à Paris et qu'à partir de 1802, eh bien, il recevra une pension de la part de Napoléon. Et en Allemagne, il continuera à être suivi. À Berlin, on créera une chaire de magnétisme qui sera confiée à un de ses disciples, le docteur Wolfart. Et ce même docteur Wolfart sera le chef d'un hôpital mesmérien également à Berlin. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, Bernard Douéret, je vous laisserai volontiers continuer encore bien longtemps. Malheureusement, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous dimanche prochain à nos auditeurs. Je vous donne naturellement rendez-vous aussi, Bernard Douéret. Et nous reviendrons peut-être un petit peu sur la personnalité de Mesmer. Nous avons été obligés de tourner court un petit peu rapidement. Donc, à dimanche prochain. Bernard Douéret, une fois encore, nous voici réunis pour notre émission Recherche de la tradition. Et naturellement, puisque d'une émission sur l'autre, nous interrompons quelquefois, en raison du temps, un sujet sur lequel nous sommes en train de bavarder, eh bien, ça a été le cas pour le sujet que nous traitons depuis 2 semaines, enfin que nous allons traiter depuis 2 semaines en vérité, et qui va nous amener insensiblement jusqu'à une époque qui est pratiquement la nôtre. Oui. Et nous aurons l'occasion, je le dis tout de suite, nous aurons l'occasion, puisqu'aujourd'hui nous disposons d'un temps plus important, nous aurons l'occasion à la fin de cette émission, et se raccrochant directement avec ce que nous viendrons de dire, de parler d'un livre dont j'annonce le titre tout de suite, qui s'appelle Les yeux du miracle et qui a trait à croiser le clairvoyant. Alors, Bernard Douéret, nous n'allons pas perdre de temps au début de cette émission et nous allons revenir un petit peu, non pas un résumé, mais enfin un petit survol rapide sur ce que nous avions dit la semaine dernière au cours de notre précédente émission, de manière à ce que nos auditeurs puissent tous soit se remémorer s'ils ont écouté l'émission précédente, soit pour ceux qui prennent aujourd'hui l'émission, savoir exactement de quoi nous parlons. Et nous allons parler. Eh bien, nous avions parlé la semaine dernière de la vie de Franz Anton Mesmer. Et sans vouloir à nouveau la reprendre, tout de même, nous pouvons, je pense, dans le sens que vous venez d'indiquer, Louis Calafert, rapporter quelques précisions sur cet homme, Mesmer, qui vécut de 1734 à 1815 et qui est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que sa carrière, au fond, est à cheval sur l'Allemagne et sur la France puisque à Paris, en particulier, sa venue a suscité beaucoup de remue-ménage, et qui est intéressant d'autre part parce que à partir de lui, eh bien, toute une série d'études, d'écoles, de mouvements vont naître. Le mesmérisme, on verra ensuite l'hypnotisme, on verra le somnambulisme, enfin bref. Il y a là véritablement, vers la fin du XVIIIe, je rappelle qu'il est arrivé à Paris en 1778, et puis au début du XIXe siècle, je rappelle que les différents gouvernements français, à partir de 1802 sous Napoléon,
ont même versé une sorte de pension à Mesmer, qui prouve que par conséquent, il a reçu des encouragements officiels. Il y a donc tout un mouvement là qui naît et qui se développe et qui apporte un intérêt nouveau sur certaines sciences qui jusque-là restaient un petit peu voilées dans les cabinets de mages ou de pseudo-mages. Bon, ce que j'aimerais que vous rappeliez, si vous le voulez, Douayré, c'est que c'est cette expérience dont vous avez parlé, enfin, en quoi consistait finalement le travail, mesmérisme. Le mesmérisme proprement dit, mais enfin, le mesmérisme extérieur, dirons-nous, enfin, pour la clientèle, quoi. Oui, eh bien, et je crois qu'en effet, il est bon de le rappeler, d'autant plus que nous aurons à parler tout à l'heure d'expériences qui seront encouragées par, non pas par Mesmer directement, mais par l'intérêt qu'il suscite et qui sont d'un ordre un peu différent. Alors, Mesmer, donc, son but était essentiellement de guérison. Et il utilisait pour cela un certain fluide magnétique dont il estimait qu'il était répandu dans toute la nature, qu'il émanait de tous les individus de manière plus ou moins nette et plus ou moins forte. Et il procédait lui-même de la manière suivante. Oui. C'est le fameux baquet de Mesmer, si célèbre à l'époque. Il magnétisait de l'eau qu'il plaçait il versait dans des bouteilles. Il disposait ces bouteilles dans une sorte de baquet en rayon concentré. Oui, c'est ce que il noyait ensuite dans l'eau. Des tiges métalliques émergeaient de ce bac. On faisait la chaîne autour de ce baquet en ayant un contact très proche, de genou à genou, ou en se tenant par les mains. On touchait également les barres métalliques qui sortaient de ce baquet, de façon à être en continuité de courant, si je peux dire, les uns entre les autres et avec ce baquet. Et Mesmer lui-même était présent, entretenait d'ailleurs un fond musical qu'il estimait propice à la chose, et on observait différents phénomènes, en particulier des malades entraient dans une sorte d'état de crise, qui était justement le but recherché, car Mesmer estimait qu'à partir de cette crise, eh bien, ils étaient en quelque sorte dénoués et leur mal se guérissait. Voilà, en gros, là, des guérisons. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous nous aviez répondu d'ailleurs déjà la semaine dernière, mais effectivement, cette méthode qui était toute nouvelle à l'époque, on peut se poser tout de suite la question, est-ce que véritablement il y a eu des guérisons? Or, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Mesmer ne prétendait des guérisons spectaculaires. Certaines ont été très spectaculaires, comme la guérison du président de l'Académie des sciences de Munich, qui était hydropique, et la guérison était extrêmement rapide. Il agissait beaucoup sur les maladies nerveuses. Il ne prétendait d'ailleurs pas tout guérir non plus. Mais enfin, il y a eu une efficacité dans son traitement. Et j'y vois personnellement un intérêt, c'est que à partir de ce moment-là, d'une manière publique, on va s'intéresser à nouveau à ce type de phénomène. Oui, ça n'est plus la médecine qui s'applique strictement à la biologie, quoi. C'est cela. Et alors, cela postule évidemment que l'on croit a priori à ces phénomènes, et beaucoup de gens doués d'un bon esprit critique vont, à partir de ce moment-là, expérimenter, et on aboutira ainsi, comme nous nous proposons de le montrer rapidement dans cette émission, on aboutira jusqu'aux recherches contemporaines de la parapsychologie, et dont certains travaux, d'ailleurs, reprennent en réalité des choses qui ont déjà été faites 100 ans auparavant, comme nous aurons l'occasion de le signaler. Bon, alors, je crois qu'on peut dire que Mesmer, enfin, est à l'origine de cette médecine, disons, médecine parallèle, si le mot est à la mode. Et c'est vrai, d'ailleurs, effectivement, elle est parallèle parce qu'elle n'est pas officielle, sinon elle ne serait plus parallèle. Mais je pense que sous des formes peut-être un petit peu plus modernes, dirons-nous, enfin qui bénéficient aussi de toutes les trouvailles, de toutes les recherches scientifiques, il est évident qu'il y a maintenant une médecine avec laquelle il faut tout de même compter, avec laquelle même le corps médical dans son grand ensemble est a priori d'accord, disons-le tout de même. Non seulement une médecine, mais en même temps une nouvelle connaissance de l'homme, une connaissance de certains domaines de l'homme. Et moi je dirais que c'est ce qui me paraît le plus important chez Mesmer. C'est le plus beau résultat de Mesmer que d'avoir attiré l'attention là-dessus. Ça me paraît beaucoup plus important, tout compte fait, toute proportion gardée, que les résultats de guérison qu'il a pu obtenir lui-même. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est une question un petit peu, parallèle elle aussi, Douayré, mais est-ce qu'on peut considérer que Freud, par exemple, découle de Mesmer, de très loin, bien entendu, mais nous aurons l'occasion. Oui, je me proposais de le dire tout à l'heure, mais on peut en effet le montrer. Freud, en effet, s'est intéressé à cela. Il s'est intéressé à l'école française de Paris, Charcot, vers la fin du 19e et début 20e siècle. Et puis ensuite, il a dérivé vers ses recherches personnelles.
mais lui-même confessait vers la fin de sa vie que si c'était à refaire, comme on dit, eh bien, il se serait davantage intéressé à ces choses du psychisme qu'à la psychanalyse proprement dite. Et nous verrons que bien d'autres hommes de science qui ont réellement et profondément marqué notre époque ont eu au début de leur carrière des contacts avec ce genre d'expérimentation. Bon, ben nous allons en revenir directement à Mesmer lui-même. Revenons à Mesmer, revenons à son temps, revenons même à Lyon. Oui. Car en effet, une ville comme Lyon ne pouvait pas rester, elle non plus, indifférente à ce qui se passait à Paris. Et on constate que la première tentative de Mesmer à Lyon se solde par un échec. En 1781, après avoir fait ses communications à l'Académie de Paris, il postule son entrée à l'Académie de Lyon. L'Académie de Lyon le refuse. C'était 3 ans après son arrivée en France. On connaît les motifs qui refusent. On le prend essentiellement, oui. Pour un charlatan, non? Oui, c'est ça. On le prend pour un charlatan. On ne prend pas ses affaires au sérieux. Ça n'empêche pas que vers les années 83-84, à Lyon même, on commence, si je puis dire, à mesmériser. Et un petit peu tout le monde va s'y essayer avec plus ou moins de bonne fortune. Ça se cristallise autour de différentes personnalités. Des personnalités qui tiennent à certains mouvements ésotériques de Lyon de l'époque, Jean-Baptiste Villermoz, un de ses amis, le chevalier de Monspey, et puis d'autres personnalités comme le professeur Dutrèche, qui était chirurgien de l'Hôtel-Dieu et de l'école vétérinaire, et comme un nommé Barberin, qui était officier d'artillerie. Ils vont magnétiser, ils vont fonder, à l'image de la loge L'Harmonie, je dis loge, mais c'était une loge tout à fait paramaçonnique, le nom seul est le même. À l'image de ce groupe d'études, si l'on veut, l'Harmonie, il va s'en fonder un à Lyon qui s'appellera la Concorde, mais qui se montrera indépendant de Mesmer. Se montrera indépendant de Mesmer parce que ils vont procéder comme lui par passe, mais ils vont évoluer peu à peu dans un sens différent, et, disons, plus philosophique que simplement physique ou physiologique. En effet, il traite, évidemment, des hommes, il traite également des animaux, en particulier Barberin et le professeur Dutrèche, et il pense que par l'usage de ce fluide qui émane du magnétiseur, eh bien, on peut obtenir 2 choses. La guérison, une guérison, comme le prétendait Mesmer, mais également autre chose, deviner le diagnostic. Alors là, c'est évidemment autre chose, c'est quelque chose de très différent. Le traitant, si je peux dire, estime que simplement en passant ses mains dans les passes, eh bien, il va ressentir où se localise la maladie, quelle est cette maladie. Vous voyez, par une sorte de double vue, si vous voulez, si on peut, dans ce cas-là, employer ce terme-là. Enfin, double vue sensorielle. Oui, c'est ça. Intuition, enfin, je ne sais quoi. Mais enfin, vous voyez, c'est très différent. Mesmer ne prétendait pas à cela. Et on va évoluer également, comme ça se passait d'ailleurs à Paris autour du marquis de Puységur, vers l'étude du somnambulisme. Plonger par les passes un individu dans un sommeil d'une qualité spéciale que par la suite on appellera le sommeil hypnotique, et lui poser des questions, et on estimera que les réponses apportées eh bien, sont des réponses de haute valeur, car on pense que cet homme ou cette femme en état de léthargie hypnotique est à ce moment-là en contact avec des entités supérieures. Voyez. Oui, là on se rapproche. Vous voyez, c'est un domaine très différent. Les rapports avec la médecine, avec une certaine médecine actuelle qui se pratique beaucoup, disons-le, en URSS actuellement d'ailleurs. Oui, et puis enfin carrément également vers toute une sorte de métaphysique ou d'occultisme plus exactement, qui pense qu'il y a des êtres invisibles qui nous entourent, avec lesquels il est possible d'obtenir des contacts, en particulier à ce moment-là, dans cette qualité spéciale de sommeil. Bon, je pense que nos auditeurs, je m'excuse de vous couper, je pense que nos auditeurs doivent se poser la question qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y a eu des guérisons? Est-ce que tout cela n'était pas un petit peu dans l'abstrait? Eh bien, à Lyon, il y a eu des guérisons, mais la majeure partie des gens qui faisaient partie de ce groupement L'Harmonie se sont dirigés très rapidement vers l'étude des communication somnambulique. Ça, vous voyez, ce que les surréalistes appelleront plus tard l'écriture automatique, et dans un autre rayon, si je peux dire. Mais enfin, c'est la même technique. C'est exactement la même technique.
Et alors, évidemment, ces gens très sérieux de Lyon et très philosophiques du XVIIIe ne pensent pas à des contacts, à des liaisons de mots extraordinaires, à des chocs de mots révélateurs. Ils pensent encore bien plus haut que cela. Ils pensent réellement qu'ils sont en contact avec des forces supérieures qui se manifestent ainsi et qui instruisent les hommes. C'est ainsi que Jean-Baptiste Villermoz, aidé du doyen des chanoines du chapitre de Saint-Jean, de Castellas, ont passé pendant tout un hiver des nuits à endormir et à écouter les révélations d'une demoiselle Rochette qui semblait être un sujet médiumnique particulièrement doué. Voilà qui est passionnant, ça, mais il n'y a pas de documents là-dessus. Si, il y a des documents. On trouvera cela dans l'ouvrage de Madame Joly, qui relate la biographie de Villermoz. Il y a tout un chapitre qui est consacré au sommeil de Mademoiselle Rochette. Non, mais je pense que vous avez mal interprété ma question, ou je l'ai mal posée, Douiré. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de relation, enfin disons, sténographique, si vous voulez, des déclarations ou des comptes rendus? Si, justement, on en trouve, et à la bibliothèque municipale de Lyon, il en existe des cahiers. Les gens qui se sont intéressés à cela à l'époque et qui sont groupés tout de suite dans un cercle assez fermé, d'ailleurs, il faut bien le dire, y ont accordé beaucoup de crédit pendant un certain temps. Puis après, on s'est aperçu qu'il y avait des choses douteuses. Cette demoiselle Rochette avait un peu trop tendance à s'endormir trop vite, ou à s'endormir trop vite, ou bien plus encore, à donner des réponses qui correspondaient trop bien à ses désirs personnels. Nous y reviendrons car nous apercevrons qu'en réalité, il y a là tout un jeu d'interférences qui ne nie pas forcément le phénomène télépathique, mais enfin qui le trouble assez copieusement et qui mérite par conséquent d'être étudié d'une manière beaucoup plus claire et distincte, si vous voulez, avec moins de confiance aveugle que ça ne se faisait dans ces bons cercles du XVIIIe. Alors, ajoutons également qu'il y avait un contact tout de même avec Paris, par l'intermédiaire de Louis-Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu, qui lui faisait partie de la loge L'Harmonie mesmérienne à Paris. Et finalement, d'ailleurs, malgré les différences d'options, si l'on peut dire, l'Harmonie et la Concorde feront une sorte de traité d'alliance, et à un moment précisément où aussi bien Paris que Lyon évolueront peu à peu vers le somnambulisme proprement dit, délaissant le mesmérisme dès l'instant où Mesmer va être condamné par l'Académie de Paris et va rentrer ensuite en Allemagne. Et alors, ce que je voudrais que nous essayions de faire pour la fin de cette émission, et ça nous amènera à un ouvrage tout à fait récent, celui que vous avez cité tout à l'heure, Louis Calafert, c'est donner rapidement les principaux jalons de ces études nouvelles, où l'on voit qu'effectivement la France joue un rôle assez important. Alors peut-être faut-il rappeler le titre si l'on veut, de l'ouvrage, Bernard Douiré. Alors ça paraît aux éditions Planète, et ça a pour titre Les yeux du miracle, par un auteur américain qui s'appelle Pollack et qui est préfacé d'ailleurs par le professeur Tenaïev et qui a pour titre Croiser le clairvoyant. Et je rappelle les éditions car c'est important. Nos auditeurs nous demandent... Un ouvrage très documenté. Un ouvrage très documenté, vous allez en parler d'ailleurs. Donc aux éditions Planète, Croiser le clairvoyant. Eh bien, avant d'en arriver à Croisette, qui présente l'état moderne, si vous voulez, de la manière que l'on a d'étudier maintenant ce type de phénomène, rappelons quelques étapes. Après Mesmer, si l'on veut, enfin, c'est plus la suite de l'évolution des idées qu'une suite exactement chronologique. Après et en même temps, il y a donc le marquis de Puységur et le somnambulisme, l'intérêt à la téléporter à la télépathie. Puis il y a un ouvrage qui a beaucoup marqué dans ce genre et qui paraît en 1813, c'est l'ouvrage de Deleuze, Histoire critique du magnétisme animal. Deleuze lui aussi croit au somnambulisme et agit par des pinces. Et on insiste à ce moment-là, de la part d'un médecin anglais aux Indes, Bread, en Angleterre et en France, à des essais. En France, c'est le baron Dupotet en particulier, et également le célèbre chirurgien Velpeau, inventeur de la bande du même nom, oui, c'est vrai, qui, dans les hôpitaux, pratique des opérations sous sommeil hypnotique. Et c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. La presse, ces derniers mois, ces dernières années,
a fait état... occupé de ça, oui. Bien sûr, on a fait état de différents travaux, d'expériences d'ailleurs, dont certaines ont réussi. Vous voyez que ça n'est pas nouveau. Oui, j'ai eu moi-même, je le rappelle pour nos auditeurs, j'ai eu moi-même l'occasion d'avoir des entretiens avec un des opérés c'est intéressant. À froid ou à chaud, comme on veut, enfin un des opérés qui avait consenti de se faire opérer de l'appendicite comme ça, sous sommeil. Mon Dieu, ça avait fort bien réussi, nos auditeurs doivent s'en souvenir, avec tout de même quelques douleurs, disons-le, mais enfin cet homme était... il a quand même supporté. Très bien. Et la chose absolument extraordinaire, c'est que dans les 10 minutes qui ont suivi l'opération, il était debout, il marchait, et il allait même téléphoner à sa femme. Il commençait de s'alimenter. Il n'y a peut-être pas le choc qu'il y a, que l'on observe évidemment par le... Enfin là, c'était une parenthèse, je m'en excuse. Non, c'est pas une parenthèse, vous voyez, c'est tout à fait dans notre sujet du jour. Et il y a eu près de 2000 expériences qui ont été faites à cette époque-là. Et des expériences assez importantes, arracher une dent, amputation d'un membre, brûler avec des moxas, enfin bref, des expériences chirurgicales, si je peux employer le mot, qui sont en elles-mêmes dures, douloureuses, et qui ont réussi dans une très large proportion, ceci donc vers les années 1850-60, il y a exactement 100 ans. Et alors, il faut revenir sur la personnalité de ce médecin anglais, Braid. C'est lui qui, d'ailleurs, a inventé le mot d'hypnotisme. Oui. Parce que lui, il montre que pour ce genre d'expérience, il n'y a pas besoin de croire à un fluide. C'est donc tout à fait différent de Mesmer. Lui, il travaille vers les années 50-60, je le rappelle, 40 ans après la mort de Mesmer, en gros. Mesmer postulait l'existence d'un fluide. Lui dit, il n'y a pas besoin. Il dit, il suffit d'endormir le sujet par n'importe quel moyen, des passes peut-être, mais ça n'est même pas nécessaire. Il suffit de lui faire fixer un objet, de lui fermer les paupières à un moment déterminé, d'agir par la suggestion, en l'entretenant, en lui disant, vous allez dormir, enfin, etc., et le résultat est le même, le sujet à ce moment-là est parfaitement insensible. Il dit par conséquent, nous provoquons là un type de sommeil d'un genre assez particulier. Et tout se passe comme si tous les sens ordinaires étaient suspendus et toute l'attention du sujet complètement concentrée sur une seule chose, la pointe de crayon qu'on lui met devant les yeux à une certaine distance ou le miroir brillant qu'on le prie de fixer. Et à ce moment-là, il sombre dans le sommeil, un sommeil qui le rend à ce moment-là insensible, comme déconnecté par rapport à toutes les sensations physiques. On peut donc opérer sur lui à ce moment-là. D'autres écoles, d'autres noms encore. Eh bien, c'est Charcot, avec ses fameuses expériences à la Salpêtrière, 1825-1893, parallèlement aux expériences de Liébaud, qui meurt en 1904, c'est l'école de Nancy, et tout ceci malgré la suspicion de supercherie, de manigances occultes, et dans un esprit réellement très scientifique. Et ça porte des fruits. On s'échappe même de ce pur domaine de l'hypnotisme, du somnambulisme, puisque, nous l'avons dit tout à l'heure, Freud s'est intéressé de près à toutes ces questions-là, en particulier à la Salpêtrière et même à Nancy. Le fameux Pavlov, lui aussi, en a tenu compte dans ses études sur les réflexes conditionnés. Un psychologue expérimentateur moderne comme Pierre Janet fut lui aussi, dans ses débuts, un élève de Charcot. Oui, Et il y a donc tout une école très très importante en France qui tombe en sommeil un peu avant la Deuxième Guerre et puis qui reprendra après la Deuxième Guerre mondiale. On aboutira aux recherches sur la parapsychologie actuelle. Ce n'est peut-être pas en France que l'opinion est le mieux prédisposée à l'égard de ces études. Je pense que... Pourtant, les recherches sont importantes. Il y a des recherches importantes, c'est évident, mais enfin, on flaire encore quelque chose de suspect, bien que ces études soient menées maintenant dans un état d'esprit purement scientifique, avec beaucoup d'objectivité et sans philosophie hâtive. En Hollande existe un institut extrêmement important qui est dirigé par le professeur Tenaef, celui-même qui a préfacé l'ouvrage sur Croisette le clairvoyant, dont nous avons dit 2 mots tout à l'heure. Aux États-Unis, il y a des recherches également considérables qui ont été menées par le docteur Rhine. On trouvera d'ailleurs dans une collection Planète, dans un autre ouvrage qui s'appelle Les pouvoirs inconnus par Duval et Bergier, une étude sur les méthodes de Rhine. Elles sont assez différentes de celles utilisées par le professeur Tenaef.
Rhine s'intéresse à la télépathie en particulier et utilise les cartes de Zener. Ce sont des cartes qui portent chacune un symbole extrêmement simple, une croix, une étoile, un carré, des vagues symbolisées et un rond. Et on les brasse avec une machine à mélanger et on demande au sujet de deviner au fur et à mesure et on obtient des pourcentages assez intéressants qui ont permis à Rhine de dire que tout le monde était doué pour cela, plus ou moins, et que d'autre part, ça s'éduquait, ça se développait. Et nous ce sont là des recherches quand même très passionnantes. Des recherches qui sont très passionnantes. Qui vont finalement à la substance de l'individu, quoi, on peut le dire, je crois, sans à l'étude de nouvelles possibilités qu'il y a dans l'homme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous voilà débarrassés maintenant, à notre époque, de toute idée de surnaturel hâtif à propos de ces choses-là. Et on peut voir les choses clairement. Et alors, justement, le livre Les yeux du miracle de Pollack est très intéressant parce qu'il montre en détail le cas d'un clairvoyant paragnostique, comme on dit en Hollande, paragnoste, particulièrement doué, c'est Croizet, qui est donc un Hollandais. Et alors, je voudrais dire maintenant quelques mots de ce livre. Parce bien sûr, très volontiers. Beaucoup d'intérêt puisque pour ces questions. Nous avons aujourd'hui cette rubrique. Donc, je le rappelle, il est publié dans les éditions Présence Planète. Et il avait été, 1 an auparavant environ, publié aux États-Unis. C'est un ouvrage qui est très documenté et, par conséquent, très intéressant. Qui est Gérard Croizet? Eh bien, Gérard Croizet, c'est un homme très simple, si vous voulez. C'était un épicier qui n'a pas réussi dans les affaires et qui, très tôt, s'est aperçu qu'il avait certains pouvoirs pour deviner ce que les gens passaient. Comment s'est-il aperçu de ses pouvoirs? Dès son enfance. Ah bon? Dès son enfance. Et ce qui est souvent le cas, d'ailleurs, pour ce genre d'individu. Oui, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on a vraiment l'impression d'un don. Quelqu'un qui est doué pour cela, et d'une façon tellement éclatante que ça ne peut pas ne pas être en lui, passer inaperçu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Croizet, assez rapidement, s'est mis en quelque sorte au service de la parapsychologie, au service du professeur Tenaeff. Et que tout ce qu'il fait, la seule récompense qu'il en demande, c'est que le consultant, si j'ose dire, bien que ce soit un terme de cartomancienne qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons aujourd'hui, enfin disons que le consultant, adresse un compte-rendu de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a fait au professeur Tenaeff, de manière à ce que ça puisse être étudié d'une manière précise. Alors, de quoi est capable Tenaeff? Croizet. De beaucoup de choses. Et ces dons sont tellement reconnus que bien souvent, la police lui demande d'intervenir. On lui apporte par exemple une photographie, on lui dit ben voilà, c'est la photographie d'une petite fille qui a disparu, ça fait 8 jours que la police la cherche, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? En général, immédiatement, il dit oui, je vois, elle est habillée de telle manière, eh bien elle est morte, vous retrouverez son corps dans telle rivière, à tel endroit, vous verrez, c'est dans telle région, on ne lui a rien dit. Absolument rien. Rien dit. Vous verrez, il y a un pylône à cet endroit, vous ferez 100 mètres à gauche, là, vous allez trouver sur un coude de la rivière, vous fouillerez et là, vous retrouverez le corps. Et je ne dis pas qu'il réussisse toutes les fois, mais il a véritablement obtenu des succès extraordinaires. On lui a même demandé des choses qui se passaient aux États-Unis, par exemple, ça échappe complètement à la distance. Ça échappe à la distance et ça échappe également au futur. Un cas curieux qui s'est renouvelé plusieurs fois. Croizet disant à des enquêteurs, bon, eh bien, vous allez aller à tel endroit et vous verrez, il y a un bateau qui est en stationnement là. Eh bien, c'est auprès de ce bateau que vous retrouverez ce que vous cherchez. Les enquêteurs y allaient le lendemain et lui disaient, nous sommes allés là où vous avez dit, mais il n'y a pas de bateau. Croizet leur disait, alors ça sera peut-être demain, retournez demain. On y retournait le lendemain, il y avait le bateau. Voyez? Et par conséquent, c'est vraiment extrêmement curieux. Il y a plusieurs plans là qui s'interpénètrent. Et alors, Croizet discute toujours de ce qu'il fait avec le professeur Tenaeff et a étudié les causes de ses échecs ou de ses insuccès. Et c'est là, je crois, la partie peut-être la plus constructive et qui est propre vraiment à démystifier tous ceux qui accordera une foi aveugle à toutes ces choses-là. C'est du domaine scientifique, par conséquent, ça doit s'étudier dans le même état d'esprit. Et tout ce qui est de l'homme est du domaine scientifique, d'ailleurs. Il y a forcément des pourcentages d'erreurs et des causes d'erreurs. Eh bien, on constate ceci, c'est que premièrement, Croizet est très sensible à son expérience personnelle. C'est ainsi que son enfance a été malheureuse. Du coup, eh bien, il est excellent pour retrouver des enfants disparus ou morts ou non morts, parce qu'il est sensibilisé a priori à cela.
Il est sensibilisé également à tout ce qui peut être drame dans une famille. Et si un pauvre ouvrier, si je puis dire, a perdu une forte somme d'argent, il sera disposé à l'aider. Je précise qu'il agit toujours de manière entièrement gratuite. Désintéressé, oui. Totalement désintéressé. Par contre, si c'est vous, Louis Calafert, qui, comme chacun sait, est extrêmement riche, qui perdiez un billet de 1000 francs, eh bien, il sera certainement d'un maigre secours, car il ne sera pas intéressé. Bien, je crois qu'il eût été fort intéressé au contraire, mon cher Douéret, parce que la fortune dont je dispose n'est que poétique. C'est peut-être la meilleure, d'ailleurs. Voilà, voilà. Vous avez le sens des vraies richesses. Oui, donc il y a chez Croizette un véritable sens de la charité et de sa responsabilité, de la responsabilité de ce dont il dispose et qu'il entend mettre au service de l'humanité, si l'on peut dire. Autre source également intéressante, c'est les sources d'erreur. Eh bien, il s'est aperçu plusieurs fois qu'il avait des interférences qui venaient soit de son imagination à lui, de sa subjectivité à lui. Donc, ça suppose que le paragnoste fasse un grand effort d'objectivité personnelle. Et deuxième source également, qui lui provient de phénomènes télépathiques. Parfois, je m'explique, parfois croyant voir venir en lui, à sa conscience, des images suggérées par l'objet qu'on lui propose de la question qu'on lui pose, en réalité, il ne fait à ce moment-là que lire ce que son interlocuteur pense de la question. Excessivement, et alors, à ce moment-là, évidemment, il se trompe. Il est suffisamment exercé pour arriver peu à peu à s'en rendre compte lui-même. Vous voyez ? Oui, il y a un effort de réflexion. Il y a un effort de réflexion sur son propre don. Et alors, c'est cela, je crois, qui fait le grand intérêt de ce personnage. C'est qu'il n'y a pas d'illumination chez lui. Il ne philosophe pas à propos de ce qui le concerne. Il cherche simplement, aidé par le professeur Tenaeff, qui a quantité extraordinaire de dossiers sur cette question-là, sur lui et sur d'autres paragnostes hollandais. Il cherche à étudier ce qui se passe, à purifier, si je puis dire, cette antenne dont il dispose, de manière à ce qu'elle puisse servir de façon efficace. Bon, Bernard Douéret, nous allons arrêter là notre émission, non sans toutefois rappeler le titre de ce livre, qui me paraît être effectivement très intéressant, « Les yeux du miracle », par un auteur américain qui a nom Pollack, préfacé, nous rappelons le nom une fois encore, par le professeur Tenaeff, et qui a pour titre Croizette le clairvoyant aux éditions Présence Planète. Voilà, je pense que nous avons tout dit, ou tout au moins en gros, et je rappelle une fois encore que nous nous tenons à la disposition de nos auditeurs pour leur indiquer des compléments d'information s'ils le désirent. Bernard Douéret, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.